Vous suivez votre magazine Kiosque Eco, mesdames et messieurs, merci de rester fidèles et bienvenue à ce nouveau numéro. Oui, ce magazine qui vous permet de surfer sur le résumé des activités économiques en République démocratique du Congo. Quelles ont été ces informations, ces activités économiques qui ont marqué la semaine? Nous allons en parler avec des invités sur ce plateau. Nous allons aborder déjà avec au sommaire le maintien du taux directeur de 25%. Que dire de la politique monétaire de la République démocratique du Congo? Nous en parlerons avec plus de détails, mais aussi nous allons aborder la question sur la dette extérieure qui continue à exposer la RDC. Oui, le gouvernement semble minimiser, mais l'opinion s'inquiète. Nous aurons des détails avec les participants à cette émission. Nous allons aborder également une question sur les mesures contre la vie chère. On parle ici de l'implication de l'IGF pour faire travail. Vous aurez à suivre les débats sur cette question autour de cette table. Et on va se quitter avec la tournée de Madame la Première ministre. Après une grande ronde à l'extérieur du pays, qu'est-ce que l'on peut retenir de ce voyage? Mesdames et messieurs, je l'ai dit, je ne suis pas seul. Nous recevons pour vous nos participants, mais aussi co-débatteurs de tout le jour. Je m'en vais déjà souhaiter la bienvenue à Monsieur Bienvenue qui est avec nous. Bienvenue à vous. J'aime bien rimer comme ça. Oui, ça rime bien. Hein, merci. Alors vous êtes de retour, on doit pas le de dire. retour, j'étais déjà la semaine passée. Et heureusement, je pouvais quand même me permettre de poser une question. Ça a été votre déplacement? Oui, j'ai eu à effectuer une longue tournée pour... Pas avec la Première ministre? Non, c'était pour les besoins de l'établissement que je dirige, l'Agence congolaise de presse. Très bien. Alors, nous avons également à notre gauche, Monsieur Amédée. On commence par vous, bienvenue. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va, on est là. Et à côté de vous, Monsieur Faustin, bienvenue. Oui, merci. Les gens critiquent un peu trop le Mouniéré. On se dit, on critique par rapport il y a tellement de choses à dire. Quand celui-là sort, on se dit, ça sera une émission très critique. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est un plaisir. Alors, nous avons quand même un nouveau visage. C'est quelqu'un qui a accepté de partager avec nous ce plateau. Il nous apporte son expertise. Il s'appelle Monsieur Aimé. Bienvenue à vous. Oui, merci, Monsieur Aimé Lambala. Oui. Je suis... Je gère la société ALS Finance, je réside à Paris, je suis expert financier dans la haute finance, macroéconomiste monétaire et le marché financier. Une première participation. Oui, j'ai déjà participé, je crois, en ligne avec vous il y a 2 ans en arrière. On parlait parlons du kiosque. Ouais. Kiosque, c'est la première fois. Alors, j'aimerais préciser à tous ceux que nous suivent que vous suivrez dorénavant cette émission sur le bouquet Canal+, le canal 9, mais aussi au canal 356. Et donc, soyez scotchés, branchés et même connectés déjà ce soir à 20h30. Vous suivrez l'émission Kiosque et ça sera régulièrement diffusé sur ce bouquet Canal+. Alors, on démarre avec vous, Faustin. Maintien du taux directeur de 25%. Des questions se posent et même une remise en cause de la politique monétaire de la République démocratique du Congo. On se pose la question et je vous la pose aussi. Qu'est-ce qui dérange et qu'est-ce qui bloque? Pourquoi le taux directeur reste statique une année après? Il s'est fait que depuis un temps, la banque s'est fixée comme objectif la lutte contre l'inflation. Et les économistes le savent. Évidemment, au niveau de la Banque centrale du Congo, on doit se poser un certain nombre de cibles. Soit on lutte contre l'inflation, soit on crée les conditions de croissance. Évidemment, notre banque centrale à nous, contrairement à toutes les banques centrales du monde, que ce soit la BCE, la Fédérale Réserve américaine, en fait, toutes les banques centrales du monde, et ils ont pour objectif de créer les conditions de croissance. Mais la nôtre, c'est de nous comme objectif principal de lutter contre l'inflation. Évidemment, on sait que la mission principale... Les réalités divergent. La mission principale, bien sûr, les réalités divergent, mais vous savez, les principes économiques qui sont quelquefois aussi universels. Vous pouvez facilement les transposer, mais tout en les adaptant au contexte du pays. Évidemment, bon, c'est vrai qu'en termes de mission de la Banque centrale du Congo, on sait, par rapport à ces statuts, la mission de la Banque centrale du Congo est de garantir le niveau général des prix. Mais entre-temps, notre banque centrale a une particularité. Elle est à la fois autorité monétaire et elle fonctionne aussi comme une entreprise. C'est-à-dire, la Banque centrale chez nous, bien sûr, on sait que le compte général du Trésor est logé là-bas, que la Banque centrale a le pouvoir de battre la monnaie, c'est que l'État lui a
lui a transféré son pouvoir de seigneurie à choisi de battre la monnaie. Mais que si la Banque centrale, depuis un temps, nous a habitués à des taux directeurs apparemment trop élevés, évidemment, à la banque, on s'est dit, bon, voilà, notre objectif, c'est l'inflation. C'est-à-dire on doit lutter en permanence contre l'inflation. Mais les revers de cette orientation de politique monétaire est que, vous savez, quand on fonctionne avec une politique monétaire restrictive, cela suppose que votre objectif vous est dit non, il y a une masse monétaire tellement énorme qui circule et qu'il faut comprimer la masse monétaire. Et quand vous comprimez la masse monétaire avec votre politique monétaire restrictive, cela suppose que c'est-à-dire il y a un renchérissement du coût des crédits. C'est-à-dire quand vous fixez un taux directeur à 25% et que les banques commerciales doivent s'aligner à ces taux directeurs, dites-vous que l'accès au crédit sera totalement difficile. Quelle est la plus grande crainte pour la Banque centrale aujourd'hui? Oui. Sacrifier, ce qu'Amédée a dit, au profit de la stabilité du taux d'inflation? Oui, la plus grande crainte, en tout cas selon moi, c'est ce manque de courage de la part du staff dirigeant de la Banque centrale à innover, à tenter autre chose que ce qu'il fait jusque-là. Tu l'as dit, ça fait plus d'une année que nous sommes avec un taux directeur de 25%, avec toutes les implications que cela a à avoir, c'est-à-dire que... Positive comme négative. Positive comme négative. Positive, on sent quand même la maîtrise de l'inflation. Oui, en tout cas... En tout cas, on doit se le dire. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Justement, il y a, en tout cas cette année, le paramètre, les indicateurs macroéconomiques sont beaucoup plus stables que par rapport à en 2023, parce qu'on remarque que à ce niveau de l'année, l'année passée, les taux d'inflation étaient à 19%, alors que là, nous sommes à 10%. Et à ce niveau de l'année, les taux de dépréciation du franc congolais étaient autour de 16%. Mais là, nous sommes à 6%. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un certain... les paramètres sont quand même beaucoup plus plausibles que l'année passée. Mais comme Faustin l'a dit, moi, je pense que la Banque centrale devrait... en tout cas, aider plus notre économie. Et la Banque centrale ne peut aider notre économie qu'en changeant sa politique monétaire, puisque avec une politique monétaire restrictive, comme elle la pratique jusque-là, en tout cas, nous ne pouvons pas avoir de la croissance que nous devrions avoir. Puisque vous avez suivi les débats à l'Assemblée nationale avec Matata Ponyo qui qualifiait de taux appauvrissant, les taux de 5,7% projetés pour l'année prochaine. Parce qu'au fait, il faut dire que notre économie, telle que nous sommes là, avec tous les défis que nous avons, nous sommes appelés à faire, comme j'ai toujours dit, nous devons faire des grands pas dans tous les secteurs. Les ménages actuellement ne peuvent pas contribuer, stimuler la croissance parce qu'ils sont confrontés au taux d'inflation. C'est-à-dire que comme l'inflation, les histoires coûtent cher, les gens n'ont pas assez d'argent pour... Quand c'est cher, beaucoup de gens n'achètent pas. Donc ça ne contribue pas à la croissance. Est-ce que c'est possible en ce moment, Monsieur Bienvenu? Si tu permets que je termine avec les autres variables, il y a les investissements, on parlait tout à l'heure de les taux directeurs, qui oblige les opérateurs économiques, les banques commerciales à s'aligner à ces taux-là. Or, avec 25%, les crédits ne fonctionnent pas dans le pays, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'investissements. Or, c'est quand il y a les investissements qu'on crée les emplois, et quand il y a les emplois, les gens ils ont des revenus, ils achètent, et les circuits économiques continuent. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de toucher à ces taux directeurs, revoir à la baisse, sans pour autant déranger l'inflation, mais aussi sauver la croissance économique? Est-ce possible? Écoutez, les amis ont bien expliqué les choses. Et même la Banque centrale, pour fixer le taux directeur à 25%, avait dit, comme l'inflation est à 21%, et les taux directeurs doivent être un tout petit peu en dessous de l'inflation, ils l'ont fixé à 25%. Mais aujourd'hui, l'inflation, elle est à 10,38 en cumul annuel. Ouais. Donc aujourd'hui, on est passé de 21% à 10%. Ouais. Donc si la raison qui a motivé qu'on fixe le taux directeur à 25% était réellement celle-là, ces paramètres à bouger, le taux directeur doit nécessairement bouger dans les mêmes proportions. Mais la Banque centrale, moi, est en perte de vitesse, en manque de politique monétaire. La Banque centrale est comme crispée. Constipée, c'est le terme qui convient. Parce que si la Banque centrale congolaise
avait développé des initiatives qui iraient dans le sens de résoudre ce problème, on ne pourrait pas continuer à avoir un taux directeur de 25% parce que ça pénalise énormément. Et donc pour vous, la raison de stabiliser le taux d'inflation ne tient plus la route? Ah non, ça ne tient plus la route parce que d'autant plus qu'aussi, l'autre raison c'était de dire que la gestion budgétaire n'était pas bien tenue par le gouvernement, la politique budgétaire n'était pas bien tenue. Aujourd'hui, on ne peut pas dire la même chose, on ne peut pas affirmer la même chose que sur le plan budgétaire, on se comporte de la même manière qu'hier. Donc il y a déjà deux facteurs qui démontrent que ce qu'on considère aujourd'hui comme taux directeur, il ne vaut pas la peine de le garder. Par contre, la Banque centrale, c'est qu'elle peut faire, c'est réduire ce taux directeur à des proportions acceptables et permettre à ce que l'économie soit financée. Monsieur Aimé. La Banque centrale a augmenté 3 fois son taux directeur. Pas 3 fois, l'année dernière. La dernière fois, c'était, je crois, des 14%, 11% comme ça, qui pourraient atteindre 25%. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai suivi ça à la loupe. La Banque centrale a confondu. Ils ont confondu quelque chose de très grave. Une inflation court terme, une inflation longue. L'année dernière, il y a eu la francophonie. Donc, il y a eu trop d'argent qui a été sorti. Cette liquidité-là, c'est-à-dire que c'était une inflation voulue. On l'a provoquée. Circonstancielle. Voilà. Créée par... Et cette inflation, c'était à Kinshasa seulement. Ce n'était pas une inflation nationale. C'était une inflation à court terme. Qui pouvait être gérée ici même à Kinshasa. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y a trop de liquidité. Oui, il y avait liquidité. Mais c'est Kinshasa seulement qui a bénéficié. Ce n'est pas tout le reste du pays. Parce que les infrastructures, c'est à Kin. En augmentant de 1600 points de base, de 16%, il s'avère que le taux directeur est venu de 2005, dont 25%. En 25%, ben voilà, l'année dernière, l'effet qu'on augmente un taux directeur, c'est 18 mois pour avoir les réactions. Oui, 18 mois. C'était 18 mois. Mais qu'est-ce qui s'est passé en RDC? Du jour au lendemain, j'ai suivi, comme disait Amédée l'autre, Faustin. Il y a toujours des copier-coller. Ce que je dis, on répète la même chose, tout ce qu'ils disent, à part les chiffres qui changent un peu. Mais je mets en doute ces chiffres-là, des 12 à 12%, il faut augmenter 2-3% encore derrière. Donc, c'est pas dit, ça peut être 14 ou 22 comme ça. D'inflation en baisse ou en hausse. Donc, en plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe que, en augmentant de 25% des taux directeurs, oui, qu'est-ce qui se passe? La Banque centrale casse l'investissement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas investir. On ne peut pas prendre le crédit. Mais il faut savoir quelque chose. Le franc congolais qu'on est en train de débattre ici, ce n'est pas une monnaie qui est vraiment une monnaie stable. Le franc congolais ne remplit pas les 3 critères d'une monnaie. Oui, c'est un intermédiaire d'échange, unité des comptes, mais ça n'a pas une réserve de valeur. On ne peut pas épargner avec un franc congolais, acheter une maison, une voiture en franc congolais. Non. C'est-à-dire qu'il y a l'un des critères qui manque. C'est-à-dire que c'est une monnaie un peu, aujourd'hui, c'est une monnaie spéculative. Très bien. Alors, certains pensent qu'il faut carrément, je vous pose la question, vous allez réagir, répenser la monnaie. Mais ce qu'il faut connaître, c'est que chez nous, il y a ce que les gens de la Banque centrale ignorent, ce que les experts monétaristes de la Banque centrale ignorent, c'est que nous sommes dans un contexte de dollarisation. Et même bien plus que ça, une bonne partie de la masse monétaire que la Banque centrale est censée contrôler et réguler circule hors du circuit bancaire. Oui. Si vous avez déjà au moins 80% de la masse monétaire qui est hors du circuit bancaire, c'est que même les canaux de transmission de votre politique monétaire sont totalement... En fait, c'est en discontinuité. Il y a une cassure quelque part. Parce qu'aujourd'hui, si la Banque centrale dit que le taux directeur est de 25%, il est dit à qui? Au système bancaire. Il ne le dit pas aux ménages. Ça dit que les canaux de transmission, c'est le système bancaire. Et si la Banque centrale met en place sa politique monétaire, ce n'est pas la politique monétaire pour réguler les dollars, non. C'est la politique monétaire pour réguler les francs congolais. Or, quand les gens empruntent les circuits bancaires, ce n'est pas forcément en monnaie nationale. C'est que quelque part, c'est pourquoi j'ai dit au niveau de la Banque centrale, c'est comme s'il y a une panne d'idées. Les grands défis chez nous, c'est d'abord vaincre la dollarisation et puis s'approprier notre économie. Très bien. Amédée, moi je reviens sur ce que Noël Tchani, je le cite, a dit dans l'une de ses réflexions, quand je parle de la révalorisation de la monnaie, lui est allé plus loin en disant qu'il faudrait penser en créant une nouvelle monnaie qui permettrait à ce que la banque lui donne plus de valeur, contrairement au franc congolais aujourd'hui, et ça donnera un nouveau vent. Votre réaction? Écoutez,
On peut bien créer une nouvelle monnaie. On ne pourra plus sauver le franc congolais. Les mêmes causes peuvent toujours arriver à produire les mêmes effets. Hein, à la création du franc congolais, un franc congolais valait $1. Et à peine, c'était en 98. Et même plus. Donc il y a 22 ans à peine. Mais aujourd'hui, nous sommes à un franc congolais pour 2800. $1 pour 2800 francs congolais. Donc moi je pense qu'avant même de créer une monnaie, il faut d'abord remplir toutes les conditions d'une économie viable. Voici l'opération mathématique proposée. Dis-moi. $1 vaut 2800. Ouais. Alors vous créez une monnaie, par exemple un franc... un nouveau franc. Un nouveau franc. $1. Qui vaut 2800 francs congolais. Oui. Un nouveau franc qui vaut 2800 francs congolais. Et 2800 francs congolais, ça fait $1. Donc, un nouveau franc fait $1 américain. Ouais. Il y a un problème. Est-ce que c'est la solution à ce problème? Ou carrément migrer vers la planche à billets, comme d'autres le proposent d'ailleurs? Non, la planche à billets, bon, de toute façon, la qui n'est pas une mauvaise chose, hein? Non, c'est pas une mauvaise... Ça dépend, ça dépend. Elle est à déconseiller absolument. Ça dépend, ça dépend. Ça dépend. Elle est à déconseiller. Non. On se fait contredire. On vous prend, vous allez réagir. Ça dépend. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Une des missions du FMI, c'est que le FMI a permis l'expansion de la monnaie américaine qui est le dollar américain. Aujourd'hui, 60% des réserves à travers le monde sont détenues en dollars américains. Et vous savez ce que les Américains font? Nous avons actuellement 6,6 milliards de réserves internationales en dollars américains. Vous savez ce que font les Américains? Comme nous avons leur argent ici, et ils battent la monnaie là-bas, ils font la planche à billets, ils remettent les 6,6 milliards dans leur économie, ils vendent des bons du trésor, ainsi de suite. Et donc ça sert à quelque chose. La planche à billets, ça sert à quelque chose. Allez-y, allez-y. Et c'est même parmi les solutions. La planche à billets pour des économies comme les nôtres, c'est un suicide inacceptable. Parce que quelle est la contrepartie de cette planche à billets? Si aujourd'hui on multiplie la monnaie sans contrepartie, on va tuer l'économie, on va l'hyperinflation. On a connu ça dans ce pays. Si on a banni la planche à billets dans ce pays, c'est parce que d'expérience, avec le Zaïre, d'expérience, c'est une opération qui tue le pays. On ne peut pas l'encourager. Les États-Unis peuvent se le permettre. Ils ont 6 milliards, nous avons gardé 6 milliards. L'illustration est parfaite. On a gardé 6 milliards, les États-Unis battent 6 milliards de l'autre côté. Il y a une contrepartie. Et la nôtre, elle est où? Elle est nulle part. Déjà, la contrepartie, elle est là comment? C'est-à-dire les États-Unis, ils ont le collatéral, c'est-à-dire leur monnaie. En contrepartie, c'est quoi? Une réserve de change. Ça vient de... C'est normal, un Anglais qui a amené ça. Parce que tout le monde parle de réserve de change. Parce que la livre n'était pas, on ne pouvait pas donner à tout le monde. Dans d'autres pays qu'on colonisait, c'est qui a poussé Norman à dire à ceux-là, bon, n'importe quelle monnaie gardez chez vous pour faire que ça peut vous aider à acheter demain. Donc c'est quelque chose amené aux Anglais. Les grandes puissances, c'est quoi? Eux, ils s'endettent avec leur monnaie, propre monnaie. Donc on peut s'endetter avec sa propre monnaie. L'Amérique, tous ces pays de l'euro, ils s'endettent avec leur propre monnaie. Donc je reviens à notre ami disait, parce que je vais répéter 2-3 choses. Ça va un peu, quand on parle d'inflation, il y a plusieurs types d'inflation. Il faut qu'une connaisse quelle est la part d'inflation en général. En RDC, ce qui déprécie en premier lieu monétaire, c'est l'immobilier. On a une inflation immobilière structurelle qui date de longtemps. Parce que c'est l'immobilier qui déprécie, disait Jérôme. Non, Faustin disait que le circuit devait passer par la banque, un crédit immobilier. Bien sûr, le crédit. Et du jour au lendemain, qui est sur sa monnaie, et chacun de nous met son prix qu'il veut. Il y a une inflation, une grande inflation monétaire qui est là. Un exemple, un immeuble, une maison que vous achetez à 100 000 $, le vrai prix de cette maison-là est de 70 000. Les 30 000, c'est une spéculation parce que la monnaie n'a pas de valeur, on s'abrite là-dessus. Donc là, en premier lieu, quand on parle de la croissance des entreprises, c'est pas la Banque centrale stérilise la monnaie, on donne la monnaie de la valeur. Et en deuxième lieu, c'est les entreprises. J'ai entendu tout ce qui est parlé de politique, tout ça. Qu'est-ce qu'on a prévu pour les entreprises créatrices de valeur? Rien du tout.
Il n'y a pas un modèle comme quoi qu'un grand crédit. Quand on voit les grands pays, les États-Unis, tout ça, l'État amène 3 000 milliards pour les entreprises qui puissent... il injecte 3 000 milliards aux entreprises privées et consorts pour relancer l'économie. Qui crée la croissance? Il y a des entreprises. Quand on parle un peu de l'inflation, oui, il y a l'inflation. Moi, je ne crois pas qu'il y a une forte inflation au Congo. Non. Je vous donne un exemple simple. Quand on parle de la masse monétaire en circulation, oui. Mais il y a une inflation sur le coût, sur le salaire, tout ça. Si on paye les gens aujourd'hui, beaucoup d'argent... Il n'y a pas d'inflation, il y a quoi? À votre avis, qu'est-ce qui se constate? Quand on paye les gens aujourd'hui, les gens font quoi? Ils vont aller consommer, parce qu'il y a un salaire. C'est un laps de temps. L'argent en question, ça ne prend pas 2-3 semaines. Sans petit salaire, les gens vont acheter. Après, ils reviennent normal. Il n'y a plus de consommation. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'inflation à la demande. C'est-à-dire, s'il y avait trop de demandes, pour l'argent, tout le monde demandait, on peut dire que les gens vont aller acheter tout. Il n'y a pas aussi l'offre. Oui, l'offre est là, mais ce n'est pas tout le monde qui est en cours pour acheter. C'est-à-dire que c'est psychologiquement, on a cette idée d'inflation-là. Oui, il y a quand même le point qui est là, il n'y a pas le pouvoir d'achat important aux Congolais. Il n'y a pas un pouvoir d'achat. S'il y avait un pouvoir d'achat, les gens allaient par-ci, par-là pour acheter. Mais il y a la vitesse de circulation monétaire aussi, il faut voir. Parce que les Congolais n'ont pas l'argent à la banque. Ils gardent à la maison. Il y a thésaurisations monétaires. Qu'est-ce qu'ils font? Pour aller acheter, ce n'est pas tout le monde qui va au même moment. Chacun achète à sa façon. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas ruée sur l'inflation, sur la consommation. Donc l'argent est là, malgré la Banque centrale dit qu'il y a l'argent, il faut construire la monnaie, stériliser la monnaie. Oui, ils peuvent dire ça. Mais les Congolais n'achètent pas au même moment. Ils gardent l'argent à la maison. Quand ils gardent à la maison, ils ne consomment pas, il n'y a pas une forte inflation à la consommation. C'est de dire que psychologiquement, la Banque centrale nous fait croire qu'il y a une forte inflation. Donc, il n'y a pas une forte inflation. Si on avait une inflation corps dans ce sens que alimentaire ou bien énergie, je pourrais dire, mais si on enlevait de l'énergie, on enlève. Et donc, face à cette réalité, la Banque centrale peut décider, sans beaucoup réfléchir, baisser les taux directeurs. Il y a un problème à baisser. On peut baisser même à 2%. Mais quand les francs congolais n'arrivent pas à être une monnaie d'épargne d'investissement, il y aura toute fluctuation monétaire négative. Il faut d'abord faire apprécier cette monnaie d'abord. Voilà le deuxième sujet. Il s'agit ici on l'a dit tout à l'heure, la dette extérieure qui continue à exploser, à m'aider. On parle ici du gouvernement congolais qui minimise un silence langage selon certains observateurs et de l'autre côté de la barre, l'opinion qui s'inquiète. Quand on prend toute la dette de la RDC, c'est autour de 16,7% du PIB. C'est-à-dire que c'est une dette qui est soutenable. Moi, je ne vois pas pourquoi les gens... Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il y a quand même des déclarations de politiques, pas du tout. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Qui disent c'est un danger pour l'avenir, pour le futur. Là où il faut s'inquiéter, c'est que c'est l'affectation de ces fonds qui sont pris comme crédit. Qu'est-ce qu'on en fait exactement? Mon cher Guy, un enfant congolais qui naît aujourd'hui, il naît avec 100 $ de dette publique. 100 $. C'est presque ridicule. Un enfant français qui naît aujourd'hui, il naît avec 45 000 € de dette. L'enfant français, qu'est-ce qu'il trouve dans son pays? Il trouve un réseau routier très bien. Il trouve toutes les infrastructures. Il y a un système scolaire qui fonctionne. Il y a un système de santé et tout ça. Vous savez, la dette de la France, c'est combien? 3 230 milliards de dollars. Mais pourquoi les gens alertent? Donc la dette, ce n'est pas un problème pour la RDC, pas du tout. Pourquoi est-ce que ça... Amédée l'a bien expliqué. Aujourd'hui, les gens ont peur des affectations. C'est ça le vrai problème. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent qu'on est en train d'emprunter? Très souvent, on en fait quoi? Les affectations... Ça pose problème, les affectations dans ce pays? Les affectations ne permettent pas de financer, par exemple, la production. C'est ça le vrai problème. Et les gens expriment des inquiétudes par rapport à ça. Ceux qui font de l'amalgame, en mettant en parallèle l'endettement et dire que l'endettement c'est une mauvaise chose, il faut de l'amalgame dans la mesure où si on ne s'endette pas, il est difficile de se développer dans les cadres de notre pays précisément. La République démocratique du Congo a besoin d'être fécondée. C'est comme une femme. Très bien. Aimé. Je dirais si Amédée en a parlé un peu, le PIB de la RDC est de combien?
Et PIB 70 millions. 64 millions, plus ou moins 70 millions, on va dire. 70 milliards. 70 milliards, donc on est dette de 10 milliards, donc il y a quand même la crédibilité. Je vais dire ceci, on a parlé un peu de dette ici. Le Japon, qu'on a mentionné, les Japonais s'endettent en yuan, en yen japonais, et non en dollars. Les Américains s'endettent en dollars. Le Français s'endette en euros. Tous ces pays, on s'endette en une monnaie qui est la sienne. Il y a moins de taux d'intérêt à payer. Un bon crédit s'obtient en monnaie nationale et non une monnaie étrangère. Si tu prends en monnaie étrangère, ça déprécie ta monnaie nationale. Une réalité qui nous rattrape avec notre monnaie. Vous l'avez dit tout à l'heure. Deuxièmement, quand on parle un peu des investissements, j'ai entendu qu'on s'endette au FMI, tout ça. Ben oui, mais ça c'est... Si vous parlez aujourd'hui de la dollarisation des dollars ici, mais c'est le FMI qui amène ça. C'est le FMI qui nous amène ces dollars. Après, on dit qu'il faut enlever ces dollars après. Ben non, monsieur. On aime quelque chose avec son contrat à la fois. FMI nous donne quoi? On a parlé quoi? 2 milliards de dollars. 2 milliards 8. 2 milliards. Voilà. C'est-à-dire qu'il fallait que les FMI nous amènent en francs congolais. Peut-être on peut s'endetter en francs congolais. Mais là, il déprécie quand même notre monnaie interne. On est content. J'ai suivi là, Et donc, pour vous, à cause de la dépréciation de notre monnaie, il ne faudrait pas qu'on s'endette? Non, non, je n'ai pas dit ça. Ou il faut s'endetter avec la monnaie nationale. On apprécie sa monnaie en s'endettant sa propre monnaie. Il faut que cette monnaie remplisse tout ce qui était de la monnaie qu'on a parlé tantôt là. Et il y a un problème qui est déjà soulevé. Il y avait l'histoire aussi de FMI, comme ils vous donnent l'argent, tout le monde est content, programme des FMI, tout ça, oui, mais vous êtes enchaîné quelque part. Un vrai investisseur ne viendra pas dans un pays comme ça. Depuis qu'on est en train de parler, quels sont les vrais investisseurs? J'ai entendu un ministre disait que oui, on est éligible dans le marché des crédits. Non, la RDC n'est pas éligible dans le marché international des crédits, non. Depuis qui est venu? Et d'où nous viennent... Attends, marché des crédits, quoi? C'est les fonds monétaires. Le fonds monétaire, c'est-à-dire, c'est pas fonds monétaire, c'est fonds monétaire, c'est les marchés des crédits internationaux comme ça. Des investisseurs, ça peut venir. On n'est pas éligible. Avant d'être éligible dans le marché des crédits international, il faut quoi? L'État arrive à capitaliser au point de vue impôt 60% en interne. Tant que vous n'y arrivez pas à avoir 60%, le vrai investisseur ne viendra jamais. Jamais. FMI, ce n'est pas un crédit, ça c'est l'accord de coût tout le temps. Vous êtes toujours conditionné. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci, il faut réduire ça et ça. Ça, c'est l'FMI. Et nous plairons de mettre dollars. Oui, mais ils nous amènent des dollars. Ils s'en foutent. Si demain on s'endette en dollars, le dollar augmenté, ça déprécie notre monnaie. Tout le temps. Il y a eu 2-3 jours aussi, il y a eu l'élection du président américain, les dollars s'est apprécié. Et d'un coup, tous ceux qui ont des dettes en dollars, ils ont des problèmes maintenant. La dette s'accumule. Ça n'a rien à voir d'avoir des dollars avec nous. Oui, on peut en avoir, mais ça déprécie notre monnaie nationale. S'endetter est une bonne chose pour vous, mais les répercussions avec notre monnaie dépréciée, il faut cet argent. C'est sérieux. Il faut d'abord que notre monnaie nationale soit compétitive avec la monnaie qui sera venue de l'extérieur. Et tant qu'on dépendra toujours du monnaie extérieure, c'est-à-dire l'ancrage, un exemple simple, on parlait des taux d'intérêt. Vous savez, les taux d'intérêt en francs congolais est fixé en dollars. Parce qu'en fonction des dollars, on fixe le taux d'intérêt en francs congolais à chaque fois. Bon, ce n'est pas, on fixe le taux de change en francs congolais, non. On dépend du marché international parce qu'on a un régime d'échange flottant. Dans un régime flottant, c'est le marché qui régule. Dans un régime flottant, il y a toujours manipulation des taux d'échange partout. Et la création monétaire sans contrepartie. On ne veut pas la planche à billets, mais on crée de la monnaie. Ces gens-là, ils tournent la planche à billets et nous, on a l'inflation chez nous, malheureusement. Très bien. Amédée, réaction? Oh, non, mais il a totalement raison, surtout quand il dit que pour s'endetter sur le plan international, il faut avoir une très forte capacité d'absorption des taxes au niveau national. Il a raison. En fait, il veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on dit souvent? On dit on ne prête qu'aux riches. C'est-à-dire que nous, avec notre petit budget de 18 milliards de dollars, on ne peut pas chercher à s'endetter pour 10 milliards. Non. On n'aura que les deux
les 2,8 milliards de dollars que le FMI nous amène, la semaine passée, je vous ai dit, quand le FMI donne 2 milliards 800 millions de dollars, ça veut dire qu'on a investi 28 dollars dans chaque Congolais, puisque nous sommes 100 millions et on nous amène 2 milliards 800 millions. C'est-à-dire que pour 3 ans, on a investi 28 dollars dans chaque Congolais. Donc plus ou moins 9 dollars par an pour un Congolais. Vous voyez que c'est minime. Or, nous avons des défis énormes pour développer ce pays. Et pour avoir des crédits qu'il faut pour développer ces pays, c'est des crédits qui vont au-delà. C'est comme ça que les autres sont parvenus à avoir... efforts à l'interne, notamment avec la mobilisation de recettes via les mobilisation des recettes. Il faut faire des réformes de manière à puisse... Et effectivement, aujourd'hui, les taux de... Comment on appelle encore ça? Les taux pour absorber la fiscalité. La pression fiscale, c'est autour de 14%, c'est 13,6%. C'est très faible. La moyenne africaine est autour de 20%. 30, voire 30. Voilà. Donc nous sommes encore trop bas. Ça dit qu'il y a des millions et des millions d'argent qui circulent dans le pays, mais que l'État ne parvient pas à capter. Mais comment il peut s'endetter suffisamment alors qu'il ne pourra pas payer cette dette-là? C'est au fait ce que M. Aimé vous voulez dire. Je peux placer un mot, s'il vous plaît. Un tout dernier mot, alors. Un tout dernier mot, évidemment. Oui. Par rapport à la dette, oui. Vous savez, Guy, il y a une expression française qui dit « chat échaudé craint l'eau froide ». L'eau froide, oui. Ça dit, par rapport à la dette, Amédée a dit on pouvait pas, il voit pas, il s'explique pas comment les gens sont inquiets par rapport au rythme d'expansion de la dette. Amédée ne doit pas non plus oublier que nous avons été un pays pauvre très endetté. Et que c'est par rapport à l'initiative lancée par les différents créanciers qu'en 2010, on a bénéficié au moins d'un effacement d'au moins 10 milliards de dettes. Mesure de grâce. Et que par rapport à ça, Amédée ne doit pas non plus oublier que nous restons toujours un pays pauvre. Et que maintenant nous avons moins endettés cette fois-ci. Maintenant moins endettés, mais nous redeviendrons. En fait, on est en train de redevenir encore pays pauvre, très endetté. Avec le cumul des... Parce qu'en fait, nous nous retrouvons dans la situation d'avant 2010. Dans 2010, où notre dette était à peu près entre 13 et 14 milliards. Évidemment, ce qu'il faut voir, c'est vrai que la grande question, c'est que comment notre dette a évolué dans le temps. En 2010, nous atteignions, je crois, le point de décision à l'initiative PPTE. En 2 ans après, en 2012, nous atteignons le point d'achèvement, on efface un peu 10 milliards. Nous nous retrouvons avec une enveloppe de 3 milliards. Quand est-ce que notre dette a commencé à croître de manière exponentielle? C'est à partir de 2019, avec l'alternance ici. Et il ne faut pas non plus oublier que, je crois, la dernière émission, on a débattu ici de retombées de l'accord avec les fonds, ainsi de suite. On a dit évidemment, quand vous signez avec les fonds, ça vous ouvre sur le marché international. Mais il ne faut pas non plus oublier que depuis 2012, on n'a jamais été un programme avec le fonds. On a renoué avec le fonds en 2020. En 2020, je crois. 2021 quand on a signé le dernier accord ici. Ouais. Et aujourd'hui, entre 2019 et 2023 aujourd'hui, notre dette est à peu près, c'est au-delà de 10 milliards. Ouais. On est passé de 3 milliards à 10 milliards. Avec le je me disais, quand on a débattu avec le programme du fonds, quand on a débattu avec le fonds, je disais, bon, moi je ne vois pas comment les gens applaudissent cet accord qu'on a signé, alors que c'est un accord d'endettement. Si, on s'endette. Et quand nous nous endettons, c'est vrai que quand le fonds, ses partenaires vous accordent des prêts, et même les disent à des taux concessionnaires, mais ce ne sont pas des dons. Oui. Les taux concessionnaires, c'est justement parce que le pourcentage, en fait, les taux d'intérêt est en deçà de 1%. Généralement, ils le font à 0,75. Et puis, vous donnez un délai de grâce d'au moins 40 ans. Cela veut dire que quand on s'endette aujourd'hui, peut-être dans 40 ans, moi je ne sais pas si vous êtes fort, vous serez là, mais moi je sais qu'en 40 ans, je ne serai pas là. Ça dit, c'est comme si nous sommes en train de transférer nos problèmes aux générations futures. Très bien. Nos enfants demain vont nous poser la question. C'est ça le grand danger. Vont nous poser la question, mais ces gens-là, entre 2019 et 2023, ils se sont endettés d'au moins 7 milliards. Ouais. Qu'est-ce qu'ils en ont fait avec nos groupes défoncés ici? Ouais. Monsieur Aimé, une question, rapidement, pour qu'on évolue. Et cette question viendra après justement cette troisième thématique qui nous parle de mesures contre la vie chère à Kinshasa. On parle ici de l'implication de l'Inspection générale des finances. Pour quelle finalité? Comment vous avez apprécié cette décision? J'ai appris ça ici, qu'on a inclus IGF là-dessus. Ben, je ne sais pas pourquoi. Bonne ou mauvaise décision, à votre avis? L'IGF qui est devenu... je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire là-dedans. À tout faire, pratiquement en RDC. Ils risquent de ne pas faire bien leur travail.
Parce que quand on s'éparpille, on risque de ne pas bien faire son travail. Qu'est-ce qui dérange le fait qu'on ait plus... Ils étaient très bien avec ceux qui faisaient le contrôle des entreprises d'État. Et en se mêlant avec le privé, je ne sais pas si ça va y aller. Qu'est-ce qui dérange à votre avis? L'implication de l'IGF, c'est quand même une bonne chose. Avoir un œil de bon sur ce qui se fera, notamment dans ces mesures, cette batterie de mesures contre la vie chère. Donc on laisse l'IGF faire son travail. Il a ses missions qui sont reconnues. C'est pas ça notamment? Et l'IGF qui était pratiquement veilleuse, qui s'est réveillée et qui donne des résultats que la population apprécie, même s'il y a certains excès, mais la population, elle est d'accord avec ce que fait l'IGF. Moi je pense qu'il ne faut pas qu'on éparpille l'IGF dans... Une charge de trop et inutile, selon vous. Pendant qu'on y est, pourquoi ne pas faire de l'IGF le gouvernement de la République? Y a-t-il des structures spécialisées pour gérer ce genre de questions? Mon cher Guy, on dit qui trop embrasse mal étreint. L'IGF a tellement d'émissions. Vous savez que dans toutes les entreprises publiques ici, il y a des inspecteurs de l'IGF. Et ces inspecteurs-là, ce n'est pas une brigade de 1000 inspecteurs. Non, ils sont... Mais si on prend en compte le dernier engagement, recrutement qu'il y a eu dernièrement, ils sont moins de 400, les inspecteurs de finances. Donc, ils ne peuvent pas être partout. Qu'on laisse l'IGF continuer à auditer les entreprises publiques, les institutions publiques et autres. Voilà. Mais pourquoi ça dérange? Ici, pourquoi ça dérange? Ici, à ce qui concerne les contrôles de... Elle fait bien ça, c'est qu'elle fait. Elle fait bien. À ce qui concerne les prix, il y a le ministère de l'économie qui a toute une administration avec toutes les directions possibles, des inspecteurs, des contrôleurs pour contrôler... Mais c'est ce même ministère qui a fait appel à l'IGF pour... Non, je ne pense pas que l'IGF ait quelque chose à faire là-bas, que le ministère de l'économie active ses services pour qu'il veille à valider les stocks par rapport afin que les décrets de la Première ministre soient bien appliqués. C'est juste ça. C'est peut-être pas le regard qu'a Faustin. Bon, à peu près, je partage presque le même point de vue, hein, parce que non, on voudrait voir l'IGF se concentrer sur les finances publiques. Il ne faudrait pas qu'on l'amène sur le terrain des opérations économiques. En fait, qu'on n'amène pas sur le terrain de la microéconomie, on doit commencer à traquer les opérateurs économiques. Amédée l'a bien souligné. Et ici, on parle des privés. Au niveau de l'administration de l'économie, il y a des directions, il y a des services qui sont outillés par rapport à ça. Nous, on veut le voir. C'est vrai que nous aimons bien notre vie à Linguette parce qu'il fait très bien son travail. Mais on voudrait bien le voir traquer ce qu'il lui-même préfère appeler les prédateurs de nos finances publiques. Okay. C'est-à-dire parce que même moi, je ne me suis pas imaginé, j'ai du mal à comprendre comment l'IGF sera son rôle. L'IGF, on dit non, il va contrôler le stock plein. Certifier le stock. Certifier les stocks pleins et pour voir si ces opérateurs privés exécute correctement les décrets signés par Madame la Première ministre. Je me retrouve pas. Peut-être face à l'argent qui sera injecté. On va faire maintenant de l'IGF. On va faire des inspecteurs de l'IGF, des contrôleurs économiques au-delà de ceux qui font déjà comme contrôle des finances publiques. Alors je ne comprends pas exactement. Il faut qu'au niveau du ministère de l'économie, qu'on nous explique clairement quel sera le montage, quel sera le process qui sera mis en place pour que ça fonctionne. Mais en tout cas, bon, je sais que par rapport à la réputation de l'IGF, on veut juste se servir de ce que l'IGF dégage comme aura. Et créer la terreur. Comme on a la peur des inspecteurs. Quand un opérateur économique sait que les inspecteurs sont à la porte, je crois qu'il sera paniqué. Allez-y. Moi, je pense que même au niveau de l'IGF, ils doivent réfléchir par 2 fois avant d'accepter cette offre. C'est peut-être aussi qu'on veut un peu déprécier le rôle de l'IGF. On cherche aussi à mettre l'IGF dans une position où elle risque de laisser des plumes. Je pense que M. Jules doit faire très attention. Cette offre n'est pas dans le sens... Trop saine. Oui, elle n'est pas dans le sens de crédibiliser le travail de l'IGF. Parce qu'aujourd'hui, il y a déjà un problème avec l'IGF. Il y a des gens, la plupart des critiques qui sont lancées contre son chef, Gilles Alinguette, on estime qu'il est devenu tout puissant, il est omniprésent. Exactement. Il est en train de bloquer les entreprises, publiques surtout. Et si aujourd'hui il s'attaque encore au secteur privé, ses ennemis vont s'en servir pour les faire descendre correctement. Moi je crois au niveau de l'IGF... Est-ce que ça peut bloquer la machine? C'est-à-dire, s'il y a une compatibilité... De la mise en œuvre de ces mesures. S'il y a une compatibilité avec les missions qui lui ont été dévolues par la loi qu'il a créée, moi je crois que l'IGF devait rester sur son créneau et ne pas se lancer sur un secteur
ou comme l'a dit le DG Bienvenu, il risque de laisser ses Très bien. La crainte, est-ce que ça peut bloquer la machine? La crainte à la fin, c'est quoi? Parce que l'IGF, c'est pour l'État. Quand on l'associe au privé, est-ce que leur rôle, ça sera comment? C'est-à-dire que si une entreprise veut avoir un crédit, on fait appel à l'IGF. On risque de créer un monstre. Ouais. Pour un crédit, on va faire un gestionnaire des stocks, je ne comprends pas. Et deuxièmement, quand un privé commande sa marchandise, il a libre cours de vendre comme il veut. Oui. Ça n'a rien à voir, l'IGF. Il paye toutes ces taxes, c'est fini. Oui. Si on dit, l'IGF regarde maintenant si les entreprises ont payé l'impôt ou pas, c'est ce qu'il faut savoir. Mais les associés, au début, ça sert. Très bien. Alors, on va se quitter avec cette thématique, on va boucler la boucle, qui nous amène à analyser la tournée de Madame la Première ministre Souminois. Pour quelle finalité on en parle? Monsieur Bienvenu, vous avez appris, Madame la Première ministre est en Allemagne, elle était en Belgique, au Canada, elle a participé également à la COP 29. On se dit, est-ce que c'est encore une opération de séduction? Pourquoi revenir sur ça du moment où le chef de l'État a fait pratiquement la même chose, la ronde, vous vous rappelez? Vous étiez membre de la délégation à Paris, on a réuni les investisseurs, autant de temps après, je pense qu'autant de mois après, il n'y a jamais eu de retombées immédiates. Est-ce que l'on peut s'attendre à quelque chose de cette tournée de Madame la Première ministre, ou c'est une tournée de trop et qui ne servira presque à rien? Mais écoutez, je vais redire ce que j'avais dit précédemment. Si on veut que le pays demeure un pays potentiellement riche, ben allons-y, croisons les doigts. Tout ce qui tombe, nous ramassons les recettes des mines, nous ramassons nous vivons de la cueillette, hein, comme on vit actuellement. Si on veut demeurer dans cet état des choses, moi je ne vois pas d'inconvénient. Mais par contre, moi je pense que le pays ne doit pas rester au stade de la cueillette comme si on était à l'époque de la pierre taillée. Nous devons aujourd'hui chercher des investisseurs où ils sont, et nous devons créer d'abord à l'interne des conditions pour qu'ils viennent, et nous devons aller vers eux, leur expliquer que nous avons créé des conditions pour que vous veniez investir chez nous. Oui, chercher des investisseurs sans avoir à améliorer le climat des affaires. En amont, ça devait commencer par ça. Non, quel est le climat des affaires aujourd'hui? Le travail d'amélioration du climat des affaires se fait. En quoi faisant? C'est un travail qui se fait. Vous avez l'ANAPI. La semaine dernière, on a discuté de cette histoire. On a même créé notre structure pour améliorer le climat des affaires. Le travail est en train de se faire. C'est vrai que nous n'avons pas encore atteint le sommet. Mais aujourd'hui, le travail se fait, la volonté est là. Et pour ça... Mais qu'est-ce qui explique la résistance de ces partenaires qui doivent venir, ces différents opérateurs qui doivent investir, ces investisseurs, voilà le mot, qui doivent courir vers la RDC? Ben, c'est ce qui empêche, c'est que le processus d'amélioration du climat des affaires n'a pas encore atteint sa maturité. Ça, c'est une réalité. La corruption endémique, tout le monde en parle, y compris les institutions de l'État. Une justice qui a tenu ses états généraux avec les constats que tout le monde a fait. Ça se passe en public, tout le monde est au courant. Dans ces conditions, c'est difficile que les investisseurs... Quelles sont les grandes garanties que donne cette tournée des Judith Souminois? Mais pour autant, on ne peut pas, parce que nous avons des difficultés, on croise les bras, on ne peut pas croiser les bras. C'est du droit de la Première ministre d'aller expliquer et convaincre. C'est aussi ça. Expliquer, convaincre. C'est le sens à donner à cette tournée où la Première ministre est partie à la rencontre des investisseurs et aussi à la COP 29. C'est faire entendre la voix de la République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, les dossiers climat, la République démocratique du Congo, c'est au cœur. Parce que le Brésil a déjà bousillé les bassins de l'Amazonie. C'est déjà bousillé. Nous sommes les seuls. Mais nous ne sommes pas payés à la hauteur de ce que la communauté internationale nous doit. Donc, faire dire aux autres que vous nous devez autant, et le dire, avoir audible à travers une rencontre comme la COP 29, moi, je ne peux pas blâmer la Première ministre pour ça. Très bien. Et ces grands changements devraient venir, Faustin, selon vous, toujours par des discours qui, hier, n'ont pas servi à grand-chose, ou il faudrait changer un tout petit peu la donne? Bon, il ne faut pas oublier non plus... J'espère que vous êtes chrétien, non? Au commencement était la parole. Je l'espère aussi. Vous savez, il y a un moment, on en avait discuté une fois ici quand on parlait du programme du gouvernement, la CARI. C'était par rapport aux 100 jours de Mme Souminois.
Moi, j'avais dit, ce que j'ai trouvé de bon chez madame, c'est que elle a maintenant pris le temps d'habiter la fonction. Vous savez, il y a un moment, on reprochait au président de la République d'être un peu trop présent sur le terrain, jusqu'à étouffer l'action gouvernementale. Chaque fois qu'il fallait voyager, c'est lui qui le faisait, il s'accompagnait des ministres. On ne sentait pas le Premier ministre. Moi, aujourd'hui, ce que je félicite à madame, c'est qu'au moins, elle est plus présente sur le terrain. En fait, c'est comme si le président de la République lui a donné en fait, une bonne marge de manœuvre pour entreprendre. Quand il s'agit d'aller à COP, c'est madame qui va là-bas. Quand il s'agit d'aller discuter avec des Canadiens, c'est madame qui va là-bas. Quand il s'agit d'aller discuter avec l'Union européenne, en se basant en Allemagne, et même quand il s'agit d'aller en Belgique, qui est le cœur de l'Union européenne, c'est madame qui se présente là-bas. Au moins, on sent que vraiment, elle opère comme chef du gouvernement. C'est vrai que bon... Même moi, je déteste les discours, même les séminaires, le forum, ainsi de suite. Je trouve qu'il y a trop d'érudites. Mais comme je l'ai dit tantôt, au commencement était la parole, il faut savoir convaincre. Parce qu'elle est là, elle est chef du gouvernement, c'est elle la première ministre, c'est elle qui porte l'action gouvernementale et qu'elle se déplace pour aller discuter directement avec les investisseurs, pour aller discuter directement avec les partenaires. Je crois en termes de caution morale, ça compte. Ça compte. Et ce que je trouve très intéressant par rapport à madame, c'est que au moins je sens que finalement le président de la République a décidé de s'effacer, de laisser son premier ministre réellement conduire l'action gouvernementale. Très bien. Et Amédée? Bon, écoutez, moi j'aime bien voir les résultats. Hein. J'aime les déplacements plus, pour vous voir les résultats. Ouais. C'est pas parce que elle vient à peine de faire cette tournée dans 3 continents différents, hein. En Asie, en Europe, en Amérique. Et donc, attendons voir les résultats, mais je me dis seulement que c'est vrai. Au fait, quand nous allons à l'extérieur, nous allons chercher quoi? Il y a une phrase qui est sortie, je crois, du Premier ministre canadien, en tout cas des autorités canadiennes, qui ont dit que, bon voilà, nous allons nous impliquer pour le retour de la paix et de la sécurité en RDC. Bon voilà, ça fait 30 ans que nous sommes... Et il y a même d'autres qui disent, je renchéris, que l'avenir économique de la RDC dépend de l'extérieur. Qui a dit ça? Certaines personnes. Je rajoute à ce que le Premier ministre donc, a dit. Ça fait une trentaine d'années que nous courons derrière cette guerre qui est à l'Est. Et vous avez suivi à la fin du premier quinquennat, lors de la campagne, le président de la République, quand on l'attaquait souvent par rapport à tous ces déplacements qu'il a fait à l'extérieur, il a dit « j'ai été partout, j'ai vu tous les grands chefs d'État et tout pour parler de l'RDC, voilà ». Mais les résultats sont là. Aujourd'hui, on n'a pas toujours cette paix à l'Est, on n'a pas toujours ces investisseurs. Les déplacements ne suffisent pas. Non, ça ne suffit pas. On n'a pas toujours ces investisseurs qui se bousculent à l'RDC. Et pourtant, nous sommes République démocratique du Congo. Un pays qu'on dit aujourd'hui pays solution, c'est-à-dire que nous avons des potentialités en matière écologique, en matière de minerais stratégiques qui rentrent dans l'industrie mondiale actuelle qui parle de la transition énergétique. Et ça, selon vous, c'est parce qu'on se vend mal? Et donc, on n'a toujours pas de solution, on n'a toujours pas de retombées immédiates parce qu'on se vend mal, selon vous? Non, c'est pas qu'on se vend mal. Mais moi, je me dis, nous devons connaître le partenaire avec qui nous coopérons. Vous savez, moi, j'ai été, c'est en lien avec la COP. Hein. Rapidement, on doit finir cette émission, oui. En 2006, il y a eu une conférence internationale sur le développement durable en République démocratique du Congo. C'est organisé à Bruxelles, en Belgique. Nous étions partis, on était 2 journalistes, moi et mon aîné Jérôme Sekana. Et au cours de cette conférence-là, le ministre de l'Environnement qui avait conduit la délégation de la RDC, en parlant de la RDC, il a réclamé à cette époque-là 1,5 milliard de dollars chaque année que la communauté devait payer pour permettre à la RDC de bien conserver ses forêts et tout et tout. Mais aujourd'hui... Reboiser et puis... Voilà. Mais aujourd'hui... pas grand-chose n'a été fait. Moi, je me souviens, avec Jérôme Sakana, on a pris à partir même le ministre pour dire comment vous ne pouvez réclamer que ça. Mais le pauvre, c'est qu'il a réclamé, mais nous n'avons jamais eu plus de 500 millions de dollars pour les services environnementaux que nous rendons à l'humanité tout entière. Jamais. Donc,
les combats, c'est fait depuis des années, mais ces partenaires-là, ils ne nous rétribuent pas selon notre, à juste titre. Donc moi je pense, ce que je dis et je conseillerais à la Première ministre, c'est de regarder tout ça et de voir dans quelle mesure plus travailler pour permettre à ce que l'RDC puisse retrouver une stature qui lui permette de rentrer. C'est notamment avec ces contacts ping-pong qu'il est en train de faire. Notamment, puisque là je vais vous lire, et je tenais à lire ça, l'ambassadrice des États-Unis, elle était hier dans un atelier et elle a dit ceci. Ce n'est un secret pour personne que la RDC est confrontée à des problèmes de réputation qui font que les grandes entreprises internationales hésitent à venir pour faire des affaires ici. Voilà. Nous devons commencer par être sérieux. Voilà. C'est pourquoi je dis à la Première ministre de se concentrer sur les tares que nous avons, sur les défis que nous avons. Commençons à balayer devant notre porte pour que, quand nous aurons travaillé sur nos faiblesses et tout, les restes, on va tirer le monde entier. Merci. De plus que madame se déplace, parce que les gens qui disent ça, c'est comme, s'il vous plaît, c'est comme madame l'ambassadrice, c'est vrai que j'ai lu ça aussi, je voulais en faire mention même. Madame l'ambassadrice le dit par rapport à toutes sortes de câbles qui lui sont parvenus. Ces gens qui disent ça, ils sont où? Ils sont à Washington, ils sont à Tokyo, ils sont à Londres. C'est-à-dire, ils font des analyses à plus de 6000 km. Raison de plus de les approcher, non? Pour leur dire, mais c'est vrai qu'on est encore en difficulté, mais il y a un processus d'assainissement qui est là. Parce que tel que madame l'a présenté, il est dans l'extrême. Il s'est dit, non, ce pays-là, il ne faut même pas y aller. Mais non. Très bien. Alors, on va finir, désolé, on doit finir cette émission. Rapidement, en 30 secondes. Je vais dire, si en répondant... Vous en avez 29 déjà. Moi, je suis membre de MEDEF de France, donc des entrepreneurs rapidement, français. Il vous en reste 10. Je dis que le Congo s'est fait mal vendre. Aucun investisseur est venu parce que j'y étais là. Et je vis que les investisseurs ne se sont pas intéressés parce qu'on vend mal le pays. Très bien. On se quitte avec cette caricature rapidement. Je sais que la régie est en train de bouillonner. On va prendre quand même cette caricature. On va laisser M. Bienvenu puisque vous étiez le dernier à n'avoir pas pris la parole. On va analyser avec vous. On voit la sécurité, la cour de cassation rouge, puis on voit l'ombre avec un chien. Essayez de nous expliquer rapidement si vous comprenez les caricature. Bon, si je comprends bien, il semble que monsieur le procureur général se serait acheté un immeuble de 900 000 euros quelque part. Okay. On a demandé, le ministre de la Justice a demandé à l'IGF, encore une fois, Sénaref et à l'ANR, de venir enquêter pour savoir où est-ce qu'il a trouvé l'argent, beaucoup d'argent comme ça pour s'acheter un immeuble. Est-ce que ce n'est pas une guerre ouverte après les états généraux de la justice entre le ministre de la Justice et notamment le numéro 1 de la Cour? Non, l'information n'est même pas venue du cabinet du ministre. L'information, c'est un site spécialisé, c'est Afrique Intelligence. C'est pas le cas. Le cabinet s'est saisi de... Le cabinet s'est juste saisi, c'est tout. Maintenant, il appartient au procureur général. Peut-être qu'il a pris un crédit, on ne sait jamais. Puisque le magistrat crie haut et fort, nous avons un ministre qui est le père des avocats, qui est là pour la cause des avocats, et nous autres, nous sommes un tout petit peu marginalisés. Le paradoxe, c'est qu'on nous présente une justice qui est malade, mais maintenant, les premiers procureurs généraux de la République... Ça confirme la maladie de la justice. C'est que quelque part, ils soignent mal ces malades. Pourquoi ils se retrouvent avec 900 millions? Merci beaucoup. Je pense qu'il peut un crédit. Ou peut-être qu'il a détourné les médicaments qui étaient destinés aux malades. Carrément, c'est un crédit. On peut se taper un crédit. La justice congolaise n'est pas malade. C'est l'homme congolais qui est malade qui apporte sa maladie à la justice. Très bien. Alors, merci beaucoup à vous d'avoir disponibilisé de votre temps. Merci également à vos chers téléspectateurs dont nous avons suivi. C'était donc votre émission Kiosque qui est revenue sur le résumé de l'actualité économique en République démocratique du Congo. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec les mêmes plaisirs. Au revoir et à très vite.